Nous y sommes. Nous y sommes. Je reprends ce Facebook. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je relance ce Facebook Live. Nous y sommes. J'ai eu un petit bug, figurez-vous, que j'étais sur ma page perso et que j'ai commencé le Facebook Live sur ma page perso, alors que je vous ai donné rendez-vous sur la page pro. Donc vous êtes au bon endroit et je vous y retrouve et je suis heureux de vous retrouver. Je prends quelques secondes, le temps que le sablier se termine pour permettre à tout le monde de nous retrouver. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis très content de vous retrouver donc pour ce Facebook Live. Vive ces outils. Voilà, vive ces outils de communication. Je trouve que c'est tellement pratique, tellement agréable de pouvoir échanger comme ça en direct avec vous. Donc je laisse juste quelques secondes pour que tout le monde nous retrouve et nous allons commencer. Installez-vous. Esquimau, chocolat glacé, cacahuètes. Mesdames, Messieurs, pour le confort et la sécurité de votre voisinage, nous vous remercions de couper vos téléphones portables. Non, surtout pas, coupez pas vos téléphones portables, on va encore être coupés. Gardez vos téléphones portables allumés pendant la durée de ce webinaire. Merci de ne pas prendre de photos. Non, ça c'est pas indispensable comme annonce. Attachez votre ceinture de sécurité. Non, gardez-la aussi. Merci de votre patience. Oui. Trois, 2, 1. Et c'est parti. Cette fois-ci, bienvenue, nous y sommes. Tiens, je commence par ça. Est-ce que vous savez pourquoi, au théâtre, on tape les 3 coups avant de commencer une représentation ? Ça, c'est une première question et on est complètement en lien avec notre thème, jouer le rôle de sa vie. On tape les 3 coups au théâtre pour une représentation, pour permettre aux acteurs qui sont derrière le rideau et au public qui est dans la salle d'aligner le corps, le cœur et l'esprit. Et c'est pour ça qu'il y a cette tradition qui se perd des fois un peu dans les théâtres modernes, mais en tout cas qui est vraiment une tradition auquel tiennent les acteurs. Le régisseur tape avec un bâton qu'on appelle le brigadier en coulisses, et donc en tapant ces 3 coups, il invite l'acteur comme le spectateur à aligner son corps, son cœur et son esprit. Et cet alignement que nous allons évoquer aujourd'hui va être la clé pour passer le message. Alors, bienvenue à tous. Je suis heureux de vous accueillir pour ce Facebook Live. Désolé du retard, comme je vous le disais. J'ai commencé sur ma page perso. C'est ça quand on a 2 pages et j'ai commencé, donc tout le monde y est. Et heureux de vous accueillir. On a organisé avec mon équipe cette rencontre ce matin à la suite du webinaire qui a eu lieu jeudi. J'ai organisé un webinaire sur le thème « Jouer le rôle de sa vie » et sur le thème de l'Académie de l'Acte, qui est une académie que j'ouvre. Et on a été un peu victime de notre succès puisqu'on a eu plus de 100 000 inscriptions. Ça a été énorme et du coup il y a eu quelques bugs techniques et ça ne m'a pas permis de répondre en tout cas aussi complètement que je le souhaitais sur le thème du webinaire, c'est-à-dire sur le thème jouer le rôle de sa vie. Donc ce matin, on est ensemble. Je vais juste refaire un petit topo sur qu'est-ce que ça
incarne pour moi, qu'est-ce que ça représente, le fait de jouer le rôle de sa vie. Et puis, nous allons partager, je vais pouvoir répondre à vos questions en direct. Et voilà, ça nous permettra d'échanger. Comment avoir accès au replay du webinaire? Alors, il y a Delphine qui est avec nous ce matin. Et Delphine va pouvoir, au fur et à mesure des questions, envoyer les réponses, donc, puisqu'on a un replay effectivement pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler de ce thème, jouer le rôle de sa vie, et je parlerai de l'Académie de l'Acte sur un autre webinaire qui aura lieu lundi, voilà, sur un autre Facebook Live. Aujourd'hui, c'est ce thème, jouer le rôle de sa vie, qui est d'ailleurs le thème de mon premier livre que j'ai sorti en 2004, je crois. Et ce qui m'a amené à écrire ce livre à l'époque, j'étais acteur, metteur en scène, ça a été mon premier métier. C'est un métier que j'ai commencé très tôt, quand j'avais 16 ans, puisque je suis très autodidacte et j'ai quitté l'école très tôt, et donc j'ai été acteur au départ pour soigner une timidité maladive. Essentiellement, c'est souvent le cas des acteurs, c'est parce que j'étais tellement mal dans ma peau, que je me connaissais tellement mal, que j'étais tellement pas à l'aise avec j'étais pas à l'aise du tout avec la parole, c'était pas naturel pour moi de m'exprimer, c'était même très difficile et très douloureux, et donc j'étais tellement timide que j'ai découvert le théâtre à 16 ans, et comme j'ai quitté l'école à la même époque, je me suis dit c'est super, je vais en faire mon métier, et je suis rentré au théâtre par la petite porte en tant que régisseur d'abord, éclairagiste, accessoiriste, et puis assez vite j'ai voulu monter sur scène pour être acteur, et donc j'ai suivi 3 ans d'enseignement, de cours classiques, et assez vite j'ai monté ma compagnie, et ce qui s'est passé, c'est là qu'est le lien. Et ce qui s'est passé en tant qu'acteur, c'est que quand j'étais acteur et que je jouais un personnage, comment l'acteur travaille au théâtre? Il a plusieurs façons de travailler. La première façon, c'est de travailler avec la personnalité. C'est-à-dire que le metteur en scène va parler à l'acteur de son personnage. Il va lui dire, tu sais, ton personnage, c'est quelqu'un qui doute de lui, c'est quelqu'un qui est très instable, c'est quelqu'un qui parle doucement, qui a du mal à prendre des choix, qui agit comme ça. Ou alors au contraire, ton personnage, c'est un guerrier grec, c'est un combattant, il est très sanguin, il est très vif. Et le metteur en scène va parler à l'acteur de ce personnage pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines, tout le temps des répétitions, jusqu'à ce que l'acteur, à force d'entendre parler de ce personnage qu'il va incarner, finisse par devenir lui-même ce personnage. Et il y a comme une forme de dédoublement, vous savez, c'est comme si je vous disais, voilà, je vais vous présenter quelqu'un, alors je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui, mais c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, c'est une très belle personne, elle est très lumineuse, vous allez la voir, elle a un visage très très doux, elle est très... Et au fur et à mesure que je vais vous en parler, vous allez vous l'imaginer, vous allez la visualiser. Et donc au théâtre, c'est ce qui se passe. Certains metteurs en scène travaillent comme ça, sur la psychologie, en parlant à l'acteur de son rôle. Et puis, il y a d'autres façons de travailler. On peut travailler essentiellement en bougeant le corps et en ouvrant les épaules, en ralentissant le geste des mains, en rendant la respiration plus profonde ou plus saccadée, etc. On va... comment dire, je regarde en même temps les questions, pardonnez-moi, je suis distrait, mais Delphine est avec vous et Delphine va pouvoir répondre à vos questions. Je rappelle que ce matin, je vais vraiment parler de ce thème-là, jouer le rôle de sa vie. Donc, l'acteur, qu'est-ce qu'il fait? On peut travailler en psychologie, on peut travailler aussi physiquement, en changeant notre respiration, en nous entraînant, par exemple, le personnage à regarder dans les yeux ou à regarder par terre. Hein, j'ai joué comme ça, je me souviens un personnage qui était très timide, et donc les consignes que j'avais, c'était de ne jamais affirmer un regard, d'avoir des mots hésitants, etc. Donc on va travailler comme ça. On peut travailler avec le costume, le simple fait, je me souviens, alors que je jouais un prince de Hambourg, le simple fait de porter un grand costume
euh, en velours avec un grand col, une couronne, etc. Ça me donnait une telle assurance, et plus je portais ce costume, plus je me sentais l'âme d'un prince. Et puis au contraire, quand j'ai joué des gueux dans certaines pièces, ou voilà, des gens du peuple qui étaient très... je me souviens d'une pièce comme ça, où j'avais un costume qui me donnait très très chaud, donc obligatoirement j'étais mal. Donc le costume va avoir une influence. La psychologie, le corps et le costume va avoir une influence. Et puis ensuite, le fait de me mettre une moustache, de me raser la tête, de prendre 10 kilos, de perdre 10 kilos, bah, bien évidemment, ça jouait sur ma personnalité. Ça, c'était au théâtre. Et assez vite, je me suis dit, mais ce qui se passe, c'est que si c'est vrai au théâtre, hein, et si on a la capacité à rentrer, à sortir dans un rôle comme ça, et que surtout l'acteur, il y croit, parce que des fois, ça prend 5 heures de répétition dans la journée, ça prend 3 heures de représentation, le costume est présent, donc au bout d'un moment, on finit par s'identifier complètement au personnage qu'on joue, et on va trouver des mimiques, on va trouver des tics de langage, on va trouver une posture, je me souviens sur certains rôles, par exemple, des gens me disaient, c'est drôle, t'as grandi, ou au contraire, t'as rapetissi, ou qu'est-ce que tu as... Et ça, c'est vraiment l'influence du rôle sur le personnage au théâtre. Ça, c'est au théâtre. Dans la vie de tous les jours, c'est exactement la même chose, à une différence près, c'est qu'on n'est pas conscient de cette influence que le metteur en scène va avoir sur nous. La question, c'est qui est le metteur en scène? On va y venir, puisque en fait, on n'est pas tout seul sous le casque, on n'est pas tout seul sous le chapeau, on est à la fois acteur et on est metteur en scène, ou on va écouter un metteur en scène extérieur. Et là, le metteur en scène extérieur, ça peut être nos parents, ça peut être nos éducateurs, nos enseignants, ça peut être nos amis, nos frères et sœurs, ou ça peut être après dans notre métier, par exemple. Alors, euh, si par exemple mes parents m'ont fait douter de moi, à ce moment-là, je vais me construire par des phrases, vous savez, les phrases négatives. Oh, qu'est-ce que t'es bête, t'es toujours plus bête que ton frère, tu manques de créativité, ou alors au contraire, oh, t'es brillant, c'est dommage que tu, etc. Donc l'enfant va se construire à partir de tout ce qu'il entend de lui. Et cette personnalité va plus ou moins se durcir, et on va finir par s'identifier à partir de 3 phrases un peu clés. Je suis capable, je mérite et je suis digne, ou je ne suis pas capable, je ne mérite pas et je ne suis pas digne. Et aujourd'hui que j'accompagne les hommes et les femmes à jouer le rôle de leur vie, ce qu'on travaille, c'est vraiment quelles sont ces croyances qui ont été engrammées. Et ça, c'est un vrai job d'identifier toutes les croyances qui ont été programmées, parce que ce qu'on est aujourd'hui, et le fruit de nos conditionnements. Quand je dis, mais moi je suis comme ça, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, qui est le je, qui est d'accord ou pas d'accord, c'est la somme de toutes les habitudes, de tous les conditionnements qu'on a vécus. Il y a un proverbe indien qui dit, si tu veux connaître quelqu'un, marche dans ses mocassins. Autrement dit, si je marche dans les mocassins d'un chef d'entreprise pendant 15 jours, je vais changer les choses dans mon... il y avait une émission comme ça à la télévision qui s'appelait Vie ma vie, je crois, où les uns et les autres s'amusaient à changer le rôle. Et le chef d'entreprise jouait allait sur le terrain pour remplacer une aide-soignante, alors que l'aide-soignante, elle se retrouvait dans une boulangerie, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de capacité nous-mêmes à vérifier en fait si le rôle qu'on joue, et quand je dis rôle, encore une fois, je reprends cette précision, il n'est pas question de jouer la comédie, il est juste question de vérifier si on est acteur, si on agit, et donc si on est conscient, puisque la conscience est très proche du fait d'agir, ou si on subit et qu'on agit mécaniquement par une série de réflexes, d'habitudes, et on joue les choses comme ça vraiment par cette série de réflexes. Plus on va prendre conscience que ce qui sont nos limites sont liées sont été conditionnés, et on les a construites nous-mêmes, plus on va pouvoir devenir libre. Voilà cette première introduction sur qu'est-ce que ça veut dire pour moi jouer le rôle de sa vie. Ça va donc dire être conscient. Et jouer le rôle de sa vie, c'est déjà poser les choses à plat sur son personnage et regarder qui on est comme un personnage. Donc, est-ce que je suis heureux?
Est-ce que je ne suis pas heureux? Est-ce que je suis épanoui? Est-ce que je ne suis pas épanoui? Est-ce que je suis dans l'abondance ou dans la sobriété? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que mes relations sont fluides? Je dis ça parce que nous sommes à la fois acteurs de notre vie, mais nous sommes aussi metteurs en scène et nous sommes auteurs. Hein, metteurs en scène, pourquoi? Parce que un même événement, par exemple, va être vécu de façon très différente pour chacun. Hein, si je prends une situation simple, un homme trompe sa femme, et on peut vivre ça si c'est une pièce de Feydeau ou de Courteline. L'amant va être caché dans le placard, il va sortir pendant que la femme est dans la salle de bain pour se cacher sous le lit, etc. Donc il va y avoir tout un jeu de quiproquos, on va pas se comprendre, on va claquer les portes, on va tourner, etc. Bon, ça c'est vraiment du tas de boulevard, quoi, et on peut beaucoup s'amuser de cette façon-là. On peut, si jamais on est dans une tragédie racine, là, à ce moment-là, c'est les dieux ont été frappés et mon âme a été déshonorée et je ne peux plus regarder le soleil en face, etc. parce qu'il s'est passé cet événement-là. Je peux jouer une comédie dramatique et là, à ce moment-là, ça va être des explications à n'en plus finir où l'homme et la femme, pendant des heures, vont se regarder dans les yeux en disant « Pourquoi tu m'as fait ça ?» etc. Donc, l'événement, c'est le même. Un homme trompe sa femme. Mais la façon dont ça va être vécu, elle va être complètement différente. Et moi, j'ai pu remarquer, surtout quand j'avais mon cabinet que je recevais en individuel, à quel point un même événement pouvait être vécu très très différemment. Et c'est ce qui m'a fait dire que ce qui nous rendait heureux ou pas heureux, c'était jamais les événements en eux-mêmes, c'est la mémoire émotionnelle qui était associée. Si je prends par exemple dans les blessures fondamentales qu'on rencontre tous, la blessure de trahison, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure, la maltraitance, etc. Ces blessures vont laisser un impact. Mais ce qui va laisser un impact, c'est pas tant la blessure elle-même que l'impact émotionnel qui va avoir lieu. Et je me souviens de cette personne, par exemple, qui avait été physiquement abandonnée par ses parents et qui ne ressentait plus aujourd'hui la blessure d'abandon. Il avait vraiment soigné ça complètement. A contrario, celle-ci, dont le père n'était pas venu à la compétition de piscine alors qu'elle avait 12 ans, ressent dans son cœur aujourd'hui une blessure d'abandon ou de trahison. Donc c'est rarement l'événement lui-même qu'on a vécu, c'est la mémoire émotionnelle, la charge émotionnelle à laquelle on est associé et à laquelle on va s'identifier, comme l'acteur au théâtre qui va s'identifier à son histoire. Hein, si j'ai eu une enfance comme ci ou comme ça, si j'ai eu des accidents comme ci ou comme ça, je vais m'identifier plus ou moins dans la durée, et c'est comme ça, Eckhart Tolle en parle très bien, que je vais créer mon fameux corps de souffrance qui va être comme un personnage, comme un égrégore, et ce corps de souffrance va être nourri par à chaque fois que je vais croire en lui, je vais le nourrir. À chaque fois que je vais rappeler que tu sais, moi, le problème, c'est que j'ai été abandonné, donc je souffre de l'abandon. Je redonne à manger à mon corps de souffrance. Donc se libérer de ce corps de souffrance, c'est ne plus s'identifier à soi, tout simplement. J'ai remarqué, je pense à ça, quand j'avais mon cabinet, beaucoup de gens venaient me voir avant, par exemple, d'être parent. Et beaucoup se posaient beaucoup de questions en disant, mais parents, c'est un rôle, comment je pourrais faire ça? C'est très difficile. Et puis, quasiment du jour au lendemain, c'est-à-dire dès qu'ils devenaient parents, ça devenait quelque chose de très naturel. Ils intégraient un nouveau rôle à leur répertoire. Et c'est la même chose professionnellement. J'ai pu voir comment des hommes et des femmes qui avaient un rôle de DRH, de directeur marketing, de directeur commercial d'une entreprise, du jour au lendemain ou presque, se retrouvaient licenciés parce que la vie est pleine de mouvements et c'est l'une des lois fondamentales, la loi de l'impermanence. Rien n'est permanent, tout est toujours dans le mouvement. Donc par ce jeu de l'impermanence se retrouvaient mis à la porte du jour au lendemain ou presque. Et à ce moment-là, tout s'effondrait parce qu'ils s'étaient tellement identifiés à leur personnage de DRH, de directeur commercial, directeur marketing, qu'ils se demandaient qui je suis. Dans la question, c'est qui je suis si je ne suis pas mon métier. Qui je suis si je ne suis pas ma fonction sociale. Hein, on a souvent tendance à se définir quand on dit tu es qui toi? Oh bah moi je suis, hein, et on va se définir par son
par son métier ou par son fonction sociale, par son compte en banque. Et on a souvent trop tendance dans notre culture à se dire que quelqu'un qui n'a pas de statut, qui ne possède rien, il n'est rien. Hein. On a tellement associé, tellement identifié une personne importante à ce qu'il peut, au personnage qui n'a rien à voir avec lui, puisque ce personnage, il est toujours en mouvement. Voilà un petit peu ce thème, jouer le rôle de sa vie, que j'ai plaisir à partager avec vous ce matin. Alors, la question qu'on me pose, et puis je l'ai vu défiler ce matin aussi, puis je vais répondre à vos questions au fur et à mesure, mais la question qu'on me pose souvent, c'est comment savoir si je suis acteur de ma vie ou si je subis. Et là, en fait, on a quelques indices qui sont des indices de cohérence ou d'incohérence. Quand on est dans notre quotidien, et c'est pour ça que l'acteur de sa vie va être attentif aux signes de son quotidien, mais quand on est aligné dans son corps, dans son cœur et dans son esprit, c'est-à-dire quand on est vraiment, quand on est pleinement dans ce qu'on fait et qu'on a l'impression de jouer sa mission, d'incarner sa mission d'âme, de jouer le rôle de sa vie, alors il y a beaucoup d'indices qui nous sont donnés. Premier indice, l'énergie. On se réveille le matin, on a de l'énergie, on est content on est content, pardon, de se lever le matin, on a de l'énergie, on se lève en se disant « chouette, je vais aller vers ça ». On réussit à porter beaucoup de temps à la concentration de ce qu'on fait. On a du plaisir, donc on a de la joie, et donc on va le voir parce qu'on rigole beaucoup, la vie est légère, on est heureux dans ce qu'on fait. Il n'y a pas cette poids lourd, quoi. Donc on s'amuse de ça. Comme on s'amuse, on est généralement en bonne santé, et puis on attire à nous les bonnes personnes, les rencontres sont fluides, et d'une façon générale, il y a beaucoup de fluidité dans notre vie. Pourquoi ? Parce qu'on est à notre place. Une cigogne qui se prend pour une cigogne, elle a beaucoup d'énergie. Un poisson qui se prend pour un poisson a beaucoup d'énergie. Mais une cigogne qui se prend pour un poisson, c'est-à-dire qui n'est pas dans son élément, n'a pas beaucoup d'énergie. Donc, plus on va être... Pardon, je vois en même temps les messages. Certains me disent, on ne me voit pas ou on ne m'entend pas. Si, j'espère que vous me voyez et que vous m'entendez, j'espère. Tout va bien, vous m'entendez de ce côté-là. J'espère que oui. Envoyez-moi un petit pouce pour me garantir que vous êtes bien là et que vous entendez. Donc, si nous sommes dans notre alignement, oui, on va avoir de l'énergie et oui, on va être inspiré. Les indices, à contrario, merci des messages de réponse. Les indices, au contraire, qui vont m'indiquer que je ne suis pas à ma place. Eh bien, j'ai pas d'énergie. Je me réveille le matin, je suis fatigué, je fais la gueule, j'ai pas envie d'y aller bosser, ça m'ennuie, je suis pas inspiré, il y a un truc qui va pas. Comme je suis fragilisé, je vais être en perte d'immunité, je vais être en perte d'énergie, alors je risque à tomber souvent malade, je risque à être souvent malade, mal dans mes pompes ou en mauvaise santé. Ça va accrocher, je vais avoir des relations conflictuelles, je vais avoir des relations difficiles, ce genre de choses, et puis ça va accrocher, je casse la clé dans la voiture, dans la serrure, etc. Donc, en étant ces indices qui sont des indices de manque de fluidité me signalent que je ne suis pas à ma place, que je ne suis pas l'acteur de ma vie. Donc, plus on va être attentif à ce qui nous arrive et plus on va pouvoir trouver le sens et plus on va pouvoir être aligné. Voilà sensiblement les indices qui vont nous permettre de savoir si on est acteur de notre vie. Voilà, allez, je vais prendre vos messages puisque j'ai annoncé la couleur en disant que c'était des questions-réponses, mais voilà, ça vous a donné une petite introduction. Et donc, ça va être l'occasion pour moi de répondre à vos questions que vous vous posez sur ce thème, sur ces thèmes. Voilà, de jouer le rôle de votre vie. La question, allez, je vais répondre. Alors, je réponds à Christelle. Et lorsqu'on sent qu'on est à sa place, mais que ça bloque encore un peu, que toutes les choses qu'on met en place ne changent rien. Ah, j'aime bien cette question-là. J'aime bien cette question-là parce que
bien souvent, je crois qu'on aspire tous vraiment à ça, c'est-à-dire on veut jouer le rôle de notre vie parce que c'est là où on a le plus d'énergie et c'est là où on réussit le mieux. Plus je m'amuse dans mon métier, par exemple, et plus ça réussit. Et je prends de plus en plus de risques et plus je m'amuse et plus ça fonctionne. Et c'est comme ça pour tout le monde. Dans tous les gens qui vivent de leur passion, ou qui réussissent vraiment très bien. Je connais assez peu de gens qui me disent je vis de ça, c'est pas du tout un métier que j'avais envie de faire, mais au contraire, on m'a poussé à le faire. Non, parce qu'on n'a pas d'énergie. En fait, le moteur, il y en a deux, mais le moteur principal, c'est le plaisir. Plus on prend du plaisir à ce qu'on fait, plus on a la créativité, l'intuition, la persévérance, tous les outils nécessaires pour assumer. Et l'autre moteur, je dis qu'il y en avait deux, l'autre moteur, c'est la peur. Plus on a peur et moins on a de désir. Et ces deux moteurs, la peur et le désir, vont rentrer un petit peu en concurrence, si je peux dire. Hein, si je me dis, bon, je me rends compte que je suis pas dans mon métier, je ne m'épanouis pas dans mon métier, il faudrait que je lâche tout ça et que je prenne un autre métier. Ah, ce qui serait chouette, c'est que j'ouvre un restaurant et là, plus je vais faire ça, plus je vais avoir du désir. Et moi, j'ai peur. Mais si je me dis, en même temps, si ça marche pas, et si jamais je réussis pas à gagner ma vie avec ça, et si je peux pas payer mon loyer, que je me retrouve à la porte, et du coup je me retrouve à la rue, et qu'est-ce qu'on va faire de ça y est. Et plus il y a de peur, moins il y a de désir. Donc c'est vraiment un delta qui se fait entre le désir et la peur. Plus il y a de peur, moins il y a de désir. Plus il y a de désir, moins il y a de peur. Et donc ça va nous demander à nous de savoir qui qui on écoute, la peur ou le désir. Et pour répondre à ta question que j'ai prise tout à l'heure, par moment, on a l'impression de faire quelque chose qu'on aime. Et vous savez, je rencontre sensiblement deux catégories de personnes. Des fois, on est un petit peu avec les deux. Je schématise un peu, mais quand même. Les premiers, c'est ceux qui réussissent plutôt bien matériellement. Ils ont un métier dans lequel ils gagnent bien leur vie. Ils ont une belle maison, une belle voiture. Ils sont installés dans leur famille, etc. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose qui les fait rêver. Il manque un lien avec l'âme. Il manque du sens. Ils ont l'impression de courir un peu comme ça. Et d'autres qui sont très connectés à leur désir, très connectés à leur intuition, très connectés à leur âme, mais qui ont du mal à s'incarner, à gagner leur vie, à vivre de leur passion, à investir, etc. Et nous sommes, nous, entre la terre et le ciel, et donc nous avons besoin d'apprendre à aspirer à aller vers le ciel, c'est-à-dire le meilleur de nous, et en même temps, on a des racines terrestres. Quand j'anime des groupes de chamanisme, les thèmes qui sont évoqués beaucoup, c'est les animaux totems, notamment. On va chercher avec les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. C'est les mondes d'en bas, le monde des pulsions, le monde des graines, le monde des semences, et le monde d'en haut vers lequel on s'élève. Et on a besoin d'apprendre, nous, à être entre les deux mondes, entre la terre et le ciel. Et voilà. Donc, pour répondre à ta question, par moment, on a besoin de vérifier que la direction qu'on prend, elle est juste, et visiblement, elle semble l'être pour toi. En revanche, la question, c'est est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait pour. Et bien souvent, on va essayer une fois, on va essayer deux fois, on va essayer trois fois, ça marche pas, et comme ça marche pas, on va abandonner. Je prends souvent cet exemple parce que ça me concerne. Moi, je m'appuie beaucoup sur l'expérience, parce que c'est surtout ça qu'on peut partager. Mais quand nous avons acheté avec ma compagne ce moulin, qui est aujourd'hui un lieu de développement personnel, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple puisque nous avons mis beaucoup de temps à le trouver. Puis une fois l'avoir trouvé, nous avons eu un refus de banque et puis un autre, un troisième, un septième, un douzième. On avait eu 18 refus de banque, ce qui est énorme. Personne ne comprenait pourquoi les banques ne nous prêtaient pas. Et ça nous a demandé en fait, d'une part, à insister, à persévérer, et à un moment donné à se dire, ok, on va passer par autre chose, on va pas faire un prêt bancaire traditionnel, on a monté un crowdfunding avec des prêts particuliers. Et ça a été en fait tout à fait ce qu'il fallait faire, ça correspondait à la nature écologique du projet, donc à tous les niveaux, c'était vraiment, ça nous correspondait. Donc ce qu'on va prendre comme un échec, un obstacle, ça l'est
parce qu'on s'arrête trop tôt, tout simplement. Et bien souvent, on va se dire, j'ai essayé, j'ai tout essayé pour, mais est-ce que j'ai vraiment tout essayé? Et souvent, je me suis arrêté trop tôt, donc ça veut dire de développer une qualité qui est fondamentale, qui est la persévérance. La persévérance n'est pas l'obstination, et là, pour moi, c'est un équilibre entre celui qui abandonne trop vite et celui qui s'obstine. Il y a une posture juste à incarner qui est de prendre une direction, de maintenir cette direction, mais de la maintenir dans la détente et dans la souplesse. Et ça, c'est vraiment important. Quand j'étais comédien, bon, ça n'a pas marché tout de suite, il y a plein de moments où je galérais, mais je savais que c'était OK, la voix, je ne la changeais pas pour me dire, bon, bah, ça marche pas, je vais travailler à faire de la comptabilité ou de la gestion. Non, non, j'étais complètement à suivre une voie. Et il y a un moment donné, si on a une persévérance, le travail sur soi, la transformation, c'est exactement comme quand on fait son jardin. Hein, si souvent je vais voir mon jardin, il est un peu sec, et puis bah, je vais dire bon, ça marche pas, j'ai planté 3 graines, il n'y a rien qui pousse, je passe à autre chose. Non, si naturellement je retourne la terre, si naturellement je sème les graines, si naturellement je les arrose, il y a un moment donné où ça va fleurir. C'est une des lois que j'ai évoquées dans le webinaire, la loi de causalité. Chaque cause produit un effet et chaque effet vient d'une cause. Voilà un peu la réponse que je peux donner. Allez, je prends au passage la question de Shohana avant. Autant de refus ne sont-ils pas des signes qu'il faut laisser tomber? Et ça, tu vois, Shohana, c'est vraiment une question que je me suis posée, puisque quand on a des obstacles comme ça, par moment, ça veut dire laisse tomber, et par moment, ça veut dire insiste. Et il n'y a que nous qui, dans notre fort intérieur, sait ce qu'il en est. Et là, en l'occurrence, quand on a eu cette histoire du moulin, beaucoup d'amis nous disaient, non, très clairement, il faut abandonner. Il faut abandonner. Vous avez 18 refus, et donc 18 refus, ça veut dire qu'il faut abandonner. Et moi, dans mon fort intérieur, je me disais non, il faut persévérer. Donc il n'y a que nous, dans notre cœur, qui savons si effectivement on doit continuer ou pas. Et par moments, eh ben, ça peut ressembler à de l'obstination, mais ça a un sens. Moi, j'aime bien cette phrase de Marc Aurèle que je répète à qui veut l'entendre. Donne-moi le courage de changer ce que je peux changer, la sagesse de changer ce que je ne peux pas changer, et le discernement de reconnaître l'un de l'autre. Marc Aurèle, l'empereur romain. La sagesse de changer ce que je peux changer, et bien souvent, je mets beaucoup d'énergie à vouloir changer quelque chose que je ne peux pas changer. Et en revanche, à d'autres moments, je me dis, bon, allez, faut savoir accepter, faut être zen. Et donc, le courage de changer ce que je peux changer dans cette situation-là, est-ce que je peux changer quelque chose? La sagesse d'accepter ce que je ne peux pas changer. Il y a des moments, s'il pleut, je ne peux pas faire grand-chose. Et le discernement de reconnaître l'un de l'autre, à ce moment-là, voilà, moi, il me faut beaucoup de persévérance aussi pour redresser mon téléphone qui se casse la figure. Mais c'est ça, hein, la technique, on est aussi avec ça. Euh, voilà, oui, j'ai repéré au passage, j'ai dit qu'on retournait beaucoup la terre dans la permaculture. Bien sûr que non, en permaculture, on ne la retourne pas, on fait des buts. Et tu as bien raison de le souligner, puisqu'on est en train d'ailleurs de créer de la permaculture au moulin. Ça fait partie de notre voie aussi, de se dire on veut manger, être acteur de sa nourriture. Et donc, alors on a la chance d'avoir un beau lieu, d'avoir un peu d'espace. Mais donc, du coup, on a décidé aussi d'être un peu plus en lien avec la nourriture et de pouvoir faire notre potager. Alors, voilà, je vais prendre d'autres questions qui viennent. Les projets sont nombreux. Allez, la question que pose Philippe. Salut Philippe au passage. Les projets sont nombreux, mais toujours le même obstacle. La peur de sortir de ma zone de confort actuelle. Bon salaire, belle vie, mais aucun épanouissement au travail. Là, on est complètement, j'évoquais ça tout à l'heure, je disais qu'il y avait deux catégories, même en schématisant un petit peu, qui venaient me voir. Allez, vous parler de chamanisme, je dirais quelques mots
tout à l'heure sur le chamanisme. Mais je vais répondre à Philippe. Est-ce que, oui, les deux catégories de personnes qui peuvent venir me voir, les premiers qui ont vraiment réussi matériellement, on peut dire ça, donc un métier, gagnent bien leur vie, ils sont confortablement installés, mais il y a quelque chose qui manque au niveau de l'idéal, et d'autres qui sont vraiment très en lien avec un idéal, avec l'âme, avec l'esprit, qui voient les auras, etc., mais beaucoup de mal à l'ancrer dans la matière. Et notre rôle, je crois qu'on est venu sur la Terre pour permettre à notre âme de se réaliser, et ce qui profondément réalise dans notre âme, c'est quand elle est à sa place. Et donc on peut avoir une âme de bâtisseur, on peut avoir une âme de poète, une âme d'artiste, on peut avoir une âme de leader, on a besoin d'identifier quelle est la nature, la vibration de notre âme pour pouvoir transformer ça. Mais la peur du changement, bien sûr que c'est quelque chose qu'on connaît, qui est le principal frein. Et moi, par rapport à ça, il y a une antidote que j'encourage beaucoup. La première, c'est la méditation, c'est-à-dire de méditer sur les avantages et les inconvénients de la situation actuelle, et immédiatement après, le passage à l'acte. Parce que la méditation sans l'action est tout aussi inutile que l'action sans méditation. Donc, méditer, puis agir. Et moi, j'ai un slogan en ce moment qui est « Je tire et je vise après ». J'ai fait l'inverse pendant des années, mais je préfère maintenant ça, je tire et je vise après. Autrement dit, je tire, je prends une direction, et puis je me trompe, et donc je réajuste. Et ce réajustement, c'est vraiment ce qui va me permettre de, dans les gens qui ont l'impression de ne pas être complètement acteurs de leur vie, se disent qu'il faudrait tout changer. Non, pas forcément tout changer. Être aligné soi-même, quand vraiment on est bien en lien avec son cœur et avec son âme, on a beaucoup d'énergie, beaucoup d'inspiration et beaucoup de puissance pour vivre ce qu'on a envie de vivre. On trouve de l'énergie, on trouve de la persévérance. Mais je crois que être coupé de ses rêves, c'est ce qui nous fait perdre de l'énergie. Et pour avoir un véritable changement, je me souviens de ce dirigeant qui était venu me voir en stage et qui avait été tellement marqué par ce qui s'était passé qu'il m'avait écrit 2 jours après le stage en disant c'est bon, je donne ma démission, je termine. Et puis il gagnait moins sa vie après, bien sûr, mais comme il était tellement plus heureux, il avait moins besoin d'argent pour compenser tous ces manques. Alors, comment identifie-t-on la voix de son âme, demande Johan. J'aime bien cette question aussi. En faisant silence. Parce que la voix de l'âme, elle est silencieuse dans le sens où elle nous parle à nous quand on est prêt à entendre ça. Je dis elle est silencieuse en comparaison avec tous les conseils bruyants qu'on peut avoir, tous les copains qui nous disent tu devrais faire ça ou ça, c'est ça qui te fait du bien ou pas ça. Donc c'est vraiment écouter la voix de son âme, c'est descendre en soi, c'est faire silence, c'est s'offrir un moment de solitude. J'encourage beaucoup les personnes qui viennent me voir en stage à s'accorder ce moment essentiel de solitude, d'introspection, parce que c'est en étant dans cette introspection et dans cette solitude qu'on va être en lien avec la voix de notre âme. Donc comment faire pour écouter la voix de son âme, faire silence. Et Alexandra demande, est-ce qu'on peut avoir une âme multiple? Je crois que notre âme, elle est riche, multiple, elle est unique, et il n'y a pas 2 âmes pareilles, mais dans cette unicité, il peut y avoir une complexité. Voilà, et notamment des parties de vie qui fait qu'à un moment donné, on va avoir besoin de rayonner beaucoup, par exemple, et à un autre moment, on va avoir besoin de plus de silence, de plus d'introspection. Donc c'est cet équilibre qui mérite entre l'action et la méditation. C'est ça qui va nous permettre d'équilibrer. Et on a cet équilibre à différents moments de notre vie. Je relève la question d'Emmanuel qui parle des 5 éléments, parce que je l'ai vu défiler quelques fois. Alors, quand on parle des 5 éléments ou des 4 éléments, ça va dépendre si on entend un enseignement par un chaman mongol, par un maître tibétain, par un maître indien ou par la médecine chinoise, qui intègre la médecine chinoise, le bois et le métal, ce que n'intègre pas le chamanisme qui travaille sur 4 ou 5 éléments, c'est-à-dire l'eau, le feu, l'air, le vent et l'espace, 5 éléments. Parfois, le vent et l'espace sont associés dans un seul et même élément.
Voilà. Ces 5 éléments qu'on trouve sur la Terre, et là c'est une approche chamanique, ces 5 éléments se trouvent sur la Terre, hein, c'est les 5 éléments, on voit le bois de la forêt, des plaines, etc. On voit l'eau des lacs, des rivières, des océans, on voit l'eau de la pluie, le feu des volcans et de la température et du feu, des incendies, etc. Et de la température qu'il y a sur le baromètre qu'il y a sur voilà, la température qu'il fait aujourd'hui, l'air qui souffle sur les nuages et l'espace qui fait que quand on a des espaces immenses, on peut respirer. Et ces 5 éléments sont aussi en nous, puisque nous, les 5 éléments, notre corps physique est composé de la terre, c'est les os, c'est les muscles, c'est la chair, est composé de l'eau, c'est les lymphes, c'est le sang, est composé d'air qu'on inspire et qu'on expire, est composé de feu, c'est la température, et d'espace entre les organes. Et si je prends par exemple ces éléments, à l'élément à l'extérieur, l'élément feu, des fois le feu est en déficience, c'est ce qui fait que là, on sort dehors, on va mettre 3 manteaux et on va vraiment se couvrir parce qu'on a froid, on a du mal à bouger, on a du mal à se mouvoir, etc. Et cet élément feu en nous, par moment il est déficience, on a du mal à passer à l'acte, et par moment il est en surreprésentation, et là à ce moment-là, au contraire, les gens qui sont en excès de feu, ceux-là vont vraiment, comment dire, développer vont avoir besoin vont avoir beaucoup d'activités, vont être très chauds, vont peu dormir, vont souvent se mettre en colère, vont être très sanguins. Voilà, donc là, ils sont en excès de feu, alors que celui qui est en déficience de feu va souvent avoir les extrémités des mains et des pieds froids, va avoir du mal à passer à l'acte. Donc, ces 5 éléments, la terre, le feu, l'eau, l'air et l'espace, on a besoin d'apprendre à les réguler en nous. Et qu'est-ce qui va nous aider? Il y a tout un tas d'exercices, j'en parle beaucoup dans mes formations, dans mes webinaires, tout un tas d'exercices qui va nous permettre de réguler ces 5 éléments en nous, parce que difficile d'être acteur de sa vie si on n'est pas, si on est en forte déficience de feu ou en excès d'eau, etc. Voilà ce que je peux dire sur les 5 éléments. Voilà, il n'y a que vous qui allez sentir si vous êtes en excès de feu ou d'air, mais quelqu'un en excès de feu va facilement se mettre en colère, va peu dormir, comme je disais. Voilà. Quand Isabelle qui pose la question, quand l'introspection prend la place sur l'action, comment inverser l'équilibre? En agissant, tout simplement. Mais j'aime cette question, je plaisante avec ça, mais là aussi, beaucoup ont souvent cogite et gamberge. J'ai vu passer la question, comment faire quand on gamberge trop? Obligatoirement, la méditation. Je ne peux pas vous dire gamberger moins, puisque ça serait arrêter de penser, ça serait encore une pensée en plus. Donc ça ne marche pas. Moi, longtemps, quand je méditais, j'avais une obsession, c'était de moins penser. Donc je m'asseyais sur mon coussin, tous les maîtres que j'avais, les maîtres tibétains, nous disaient il faut moins penser. Donc je me disais il faut arrêter de penser, il faut arrêter de penser. Et donc je pensais en plus qu'il faut arrêter de penser. Je rajoutais la culpabilité en me disant je pense, il ne faut pas penser. Et je me jugeais. Donc ça faisait trois pensées au lieu d'une. Non, dire il faut arrêter de penser, ça ne marche pas. Si je vous dis ne pensez surtout pas au match de foot qui aura lieu dans 5 jours, ça y est, on y pense en se disant quoi, il y a un match de foot dans 5 jours. Donc ça ne marche pas, l'inconscient n'entend pas la négation. Maintenant, si je vous dis par exemple, posez votre attention sur votre abdomen, là tout de suite, posez votre main sur l'abdomen et puis respirez profondément, vous allez poser votre attention ailleurs. Et en posant cette attention ailleurs, notamment, et là je réponds à Laurence, je crois, sur l'action, je vais me concentrer sur mon action et je vais incarner une action consciente. Thich Nhat Hanh parle assez de la plénitude du moment et tout son centre spirituel vise à accompagner les gens à être totalement présents ici et maintenant, parce qu'en étant présent ici et maintenant, je peux être concentré. Au fait, quand je me lave les mains, et je suis concentré au fait de me laver les mains. Et quand je marche, je suis concentré au fait de marcher. Quand je m'adresse à quelqu'un, je suis totalement présent au fait de le regarder et non pas à ce qui vient de se passer il y a 1 heure ou à ce qui risque de se passer il y a 2 jours.
voilà, donc la plénitude de l'instant est une voie spirituelle. Et merci pour l'éléphant rose, grain de sable. Euh, ne pensez pas à un éléphant rose dans un couloir, nous dit-elle. Ben voilà, ça nous montre tout à fait que quand on ne veut pas penser à quelque chose, on y pense. Merci pour la pensée. Euh, Estelle, non, qui demandait, Johan qui demande s'il y a des modules de la formation qui nous permettent d'identifier formellement ce que nous sommes. Oui, j'en parle pas aujourd'hui du programme de l'académie, j'en parlerai lundi, mais bien évidemment que c'est totalement au programme. Voilà. Et un de tes livres aborde ça, oui, essentiellement. Tijunet, je réponds, c'est essentiellement le livre Réveiller le chaman qui est en vous, que j'ai écrit, qui est mon avant-dernier livre. Et dans ce livre, j'évoque vraiment ce thème en détail parce que le chamanisme est en vue ici comme une capacité à développer tous nos sens, à développer tout notre art intérieur et toute notre puissance. Alors, à quelle question je vais répondre? Quand on est en déficit d'eau, comment ça se matérialise? Mauvaise circulation sanguine, difficulté à rire et à pleurer, où on pleure, il n'y a pas de larmes, et puis ça peut être de la rétention d'eau, par exemple, Emmanuel. Voilà ce que je peux répondre. Alors, à quelle question je vais répondre? À la prochaine. Prochaine réponse, prochaine question qui vient, je réponds. Alors, tiens, en attendant que vous posiez la suivante, je réponds à Clémentine, si c'est toujours là, mais ça peut nous intéresser. Est-ce qu'on peut être aligné avec sa mission, mais que celle-ci ne permet pas de gagner de l'argent? Un boulot alimentaire et pas forcément épanouissant peut permettre de réaliser cette mission à côté. Ça veut dire qu'on a tout essayé. Alors là, je réponds. Donc, voilà, vous avez vu la question. Est-ce qu'on peut être aligné avec sa mission, mais ne pas permettre de gagner de l'argent? Là aussi, je disais tout à l'heure, ces deux directions, être reliées à la terre et au ciel, et des fois, c'est un petit peu opposé. C'est-à-dire que certains sont essentiellement connectés au fait de vouloir gagner de l'argent, avoir un métier qui leur plaît, mais s'ennuyer un petit peu quelque chose, c'est un job alimentaire, et d'autres vont surtout vouloir vivre de leur passion. Moi, je crois qu'on peut faire les deux. Enfin, je suis même persuadé qu'on peut faire les deux, puisque j'intègre vraiment ça dans mes enseignements. Et c'est vraiment, au contraire, les métiers alimentaires, je n'y crois pas. J'y ai jamais cru. Moi, j'ai fait peut-être 15 jours un métier alimentaire. Quand je dis un métier alimentaire, c'est un métier très coupé de ma vocation. Je travaillais une semaine à l'usine, j'ai travaillé et je faisais ça. Ça m'ennuyait profondément, mais il fallait gagner ma vie. Et déjà, j'avais l'impression qu'il faille gagner sa vie alors que la vie circule naturellement en nous. Et surtout, la question, c'est un job alimentaire, la question c'est est-ce qu'il nous nourrit? Mais souvent, ce qu'on appelle un job alimentaire ne nous nourrit pas, il nous fait gagner de l'argent pour payer le loyer, mais je crois vraiment, et ça c'est quelque chose que je défends fort dans mes livres, dans mes ouvrages et dans mes enseignements, c'est que plus on va être dans sa mission de vie, plus on va pouvoir être dans l'abondance. L'abondance et l'argent n'étant pas une fin en soi, hein, je ne suis pas pour à l'américaine à se dire allez-y, soyez dans votre mission de vie, vous aurez une belle Golf GTI rouge avec les roues chromées. Non, si c'est pas votre délire, c'est pas la peine. On peut très bien être tout à fait aussi heureux en étant dans la sobriété heureuse et en vivant simplement. Je connais beaucoup de gens qui s'épanouissent beaucoup en refusant de l'argent ou presque, en étant, voilà, en travaillant de façon, en cherchant la sobriété, en étant justement, en faisant en sorte de laisser une empreinte écologique la plus légère possible sur la planète. Et ça, c'est très bien. En revanche, si on est dans une sobriété heureuse et dans la frustration de se dire j'aimerais bien gagner ma vie, on va être aussi frustré que si on gagne très bien sa vie en se disant mais quand même je pollue la planète. Donc on a chacun besoin de trouver notre alignement. Quel est le métier qui nous fait du bien? Quelle est la façon de vivre qui nous fait du bien? Si notre délire, si on a besoin de vivre à la campagne, il faut vivre à la campagne. Si on a besoin de... Voilà, donc, et je crois vraiment que les premiers obstacles à vivre de façon épanouissante professionnellement et matériellement et dans l'abondance, c'est nous qui nous les mettons. Et ça, c'est certain, c'est parce qu'on a peur. C'est l'expérience que je fais notamment avec
ce moulin, ce lieu que j'ai acheté, au moment où on a acheté ça, bah, on a eu peur, bien sûr, en se disant, mais waouh, on va se retrouver avec des charges importantes, d'un seul coup, il faudra avoir du personnel en plus, faudra, etc. Donc, il y avait des peurs, bien évidemment. Et ces peurs qui étaient limitantes, en se disant, peut-être faut pas le faire. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose de plus fort que la peur, c'est le désir, parce que l'appel d'âme euh, comment dire, l'appel d'âme nous pousse, nous donne beaucoup d'énergie, et donc comme cet appel d'âme nous donne beaucoup d'énergie, il nous donne de l'inspiration, et alors à ce moment-là, on va être heureux parce qu'on est à notre place. Hein. Euh, voilà, quel rapport à l'argent payé pour se développer, votre avis? Moi, j'ai pas d'avis, j'ai mon expérience. Moi, je crois que le plus important de mon investissement, je l'ai payé dans des formations, je l'ai payé dans des retraites en Inde avec des maîtres pendant 15 ans. Il y a un moment donné, j'avais gagné un peu d'argent quand je faisais de la publicité pour la télévision. J'avais une publicité qui avait... Et donc ça m'avait permis d'acheter un appartement, et puis j'ai revendu cet appartement. Tout l'argent que j'ai dépensé, ça a été pour faire des formations, me former, faire des voyages ici et là, rencontrer les maîtres, apprendre la méditation, apprendre... donc le plus gros investissement que j'ai fait sur moi. Voilà. Et c'est ce dont je suis le plus heureux aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir investi en moi, parce que je crois que les gens que j'accompagne aujourd'hui et qui manquent de confiance en eux, je me suis dit, ils n'ont pas assez investi en eux. Alors, assez investir, est-ce que ça veut dire dépenser de l'argent dans des stages, dans des formations? Si c'est ça qui vous appelle, oui, faites-le, mais ça peut être aussi vous mettre à la peinture si ça vous fait du bien, ça peut être aussi... voilà, en tout cas, le premier des investissements, oui, il est en nous. J'ai perdu mon feu intérieur, me dit Colette. Ah, tiens Colette, je vais demander à Colette de nous donner sa date de naissance. Pas besoin de l'année, juste le mois et l'année. Juste le mois, pardon, le mois et le jour. Et puis je vais répondre à ça en même temps. Bravo Ghislaine d'investir en toi, parce que oui, je crois qu'on a vraiment, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Comment surmonter le besoin de sécurité financière? Le surmonter, c'est un vrai besoin. Dans nos besoins fondamentaux, il y en a 7, ils sont chronologiques, ils sont, comment dire, par ordre d'importance, et le premier de ces besoins, c'est un besoin physiologique. On a besoin de manger, de boire, de dormir et de savoir qu'on ne va pas se prendre un coup sur la tête. Tant qu'on me dit, oui, mais moi je ne sais pas ce que je vais manger demain, l'histoire de développement personnel, de méditation et de pleine conscience, ça nous passe un peu au-dessus parce qu'on a déjà envie de manger, boire, dormir. Une fois que nos besoins physiologiques sont satisfaits, on a besoin d'être sécurisé, de savoir qu'on a un toit, voilà, de savoir qu'on va pouvoir payer le loyer à la fin du mois, de savoir qu'il ne va rien arriver à nos enfants ou à nous-mêmes. Ça, c'est le besoin de sécurité. Une fois que le besoin de sécurité est satisfait, on a besoin d'utilité. À quoi je sers? Si je ne sais pas à quoi je sers, à ce moment-là, je vais pas pouvoir monter, m'élever davantage. Une fois que le besoin de sécurité est satisfait, c'est le besoin de reconnaissance. J'ai besoin d'être reconnu dans mon métier. Alors, qui me reconnaît? Moi, je peux me reconnaître, ou d'autres peuvent me reconnaître. Puis, on a le besoin d'appartenance. J'ai besoin de faire partie d'une communauté, d'un clan, d'une famille, etc. Je ne peux pas être tout seul. J'ai besoin de me reconnaître à travers d'autres. Hein. Puis, j'ai besoin d'évolution, pas faire la même chose maintenant que je faisais il y a 5 ans, et besoin de récréation. Hein, donc c'est vraiment par ordre d'importance, besoin de physiologique, besoin de sécurité, puis besoin d'utilité, besoin de reconnaissance, besoin d'appartenance, d'évolution et de récréation. Et donc ça veut dire que les besoins de sécurité sont à la base. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, l'obsession du besoin de sécurité, on va prendre 20 ans pour se sécuriser, on ne va toujours pas être sécurisé. Pourquoi? Parce qu'on confond le besoin de sécurité et la sécurité en elle-même, et le sentiment de sécurité, pardon. Autrement dit, je peux dormir dans une maison avec 4 cadenas et puis 3 portes blindées et puis un mirador, des chiens et une tranchée, et avoir peur qu'on me cambriole, et je peux dormir dans une paillote au bord de la plage et être totalement sécurisé sur le fait qu'il ne m'arrivera rien. Donc j'insiste là-dessus en disant,
c'est important de méditer sur son besoin de sécurité en disant est-ce que je suis sécurisé? Qu'est-ce qui me sécuriserait? Et tant qu'on cherche à se sécuriser à l'extérieur, en se disant ce qui me sécuriserait, c'est, on va jamais comprendre qu'il n'y a que nous qui pouvons nous sécuriser. Donc, par rapport à la sécurité financière, là aussi, ce n'est pas ce qu'on a sur notre compte en banque qui va nous rassurer, même si on a besoin à un moment donné d'eux. Mais moi, si je regarde, j'ai l'impression d'avoir jamais eu peur de manquer d'argent. Et pourtant, il y a vraiment une période où je gagnais très très peu d'argent, juste de quoi manger et en me disant comment je vais manger ce soir. J'ai connu cette période-là. Mais en me disant ça, j'avais la certitude que je trouverais de quoi manger parce que j'étais aligné à ma place. Et je crois que quand on est aligné à sa place, ça nous sécurise beaucoup parce qu'on a investi en nous. On se dit, je me suis fait confiance. Donc comme on s'est fait confiance à ce moment-là, bah ça investit vraiment. On a investi en nous, donc on est un bon compagnon pour nous-mêmes. Oui, j'ai posé une question, puis j'ai oublié. 17 novembre, nous dit Grain de Sable. Alors attends, juste 17, 11, je vais répondre en même temps. 2018, 7 et 1, 8 et 8, 16, 6 et 1. 1, 2, 3, 4, 2, 6, 10, 11, 12. 12, 3, l'année des choix. 6, 10, 11, 12, 3. Donc tu es en année choix. Ah non, non je ne veux pas le faire à tout. Si chacun me demande, j'en parle ça dans l'académie de comment calculer son année de vie. J'en parle aussi dans Réveiller le chaman qui est en vous. Comment calculer son année de vie. Mais tu me posais la question, je suis insécurisé et tu es en année 3. Et l'année 3, c'est l'année des choix. Donc je l'année où on va vérifier qu'on est en place, je t'inviterai à vérifier quel choix tu as à faire et est-ce que ces choix te sécurisent ou t'insécurisent. Donc, plus on a conscience de notre pouvoir et qu'on a des choix créateurs, hein, parce qu'il n'y a rien de pire que le sentiment d'être impuissant pour développer de l'insécurité intérieure. Ça y est, je vois les dates de naissance qui défilent, 23 octobre, 27 mars, 17 novembre, 5 décembre. Bon anniversaire à chacun, quand ça sera le moment. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire, quoi. Est-ce que l'ego peut tromper sur notre chemin de vie? Tu parles, il fait que ça, l'ego, il fait que ça, nous tromper. On a souvent un regard avec l'ego qui nous invite justement à le bannir en se disant faut tuer l'ego. Pas du tout, surtout pas. Il reste qui s'il n'y a plus d'ego? Mais par contre, on peut s'en faire un ami et de façon à écouter un petit peu ce qu'il nous dit. Parce que oui, il nous trompe tout le temps et il est très malin, l'ego. Il est très malin parce que des fois, il nous fait croire, par exemple, que quelque chose est très bon pour nous, que ça va très bien, alors qu'en fait, ça ne nous convient pas. Il y a en fait des relations, par exemple, qui sont très bonnes pour l'ego, mais qui sont très toxiques pour l'âme. Comme on a des relations qui sont très bonnes pour l'âme, mais qui sont un peu difficiles pour l'ego, et c'est pareil pour tout. On a des choix. Je vais vous donner un truc le plus simple possible. Hein. Si vous voulez écouter votre voix de l'âme, et je réponds à Cyril en même temps, qui dit comment savoir si c'est l'ego ou l'âme, alors ça c'est un truc qui marche à tous les coups. Vous posez la main sur le cœur et vous dites est-ce que ce choix est bon pour mon âme? Et instantanément vous avez la réponse. Ce qui se passe, c'est que cette réponse, elle est très vite suivie par l'ego qui dit oui mais en même temps ça me ferait pas de mal. Hein. Est-ce que reprendre du chocolat, ça serait bon pour mon âme? Hein, je pose la main sur le cœur, l'âme elle se dit non, ça va, j'ai mangé assez de chocolat. Mais l'ego va dire ouais, mais en même temps, j'ai vu que le chocolat, c'est bon pour l'antidépression, je suis un peu dépressif. Le chocolat, c'est bon pour... Voilà, donc l'ego nous raconte des histoires alors que l'âme sait. Et de la même façon, si je dis est-ce que je m'épanouis dans ce métier? Je pose la main sur mon cœur et immédiatement j'ai la réponse de l'âme. Mais l'ego va tout de suite raccrocher. L'âme, son moteur, c'est le désir. L'ego, son moteur, c'est la peur. Et l'ego va tout de suite nous dire, oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à changer de métier à 50 ans? Qu'est-ce que tu veux que j'aille? Etc. etc. Hein, donc, plus vous allez poser votre main sur le cœur, plus vous aurez la réponse sur votre âme. Voilà.
Et le chocolat, c'est bon pour notre âme. Eh ben, je t'enverrai du chocolat, Delphine, c'est promis. Delphine est ma collaboratrice. Nous avons une grande chance de travailler ensemble et avec une belle équipe. Delphine s'occupe des réseaux sociaux, de toute la communication, et je la salue au passage. Elle fait un travail exceptionnel et ça permet d'avoir une belle visibilité sur le net. On a un nouveau site, voilà, on fait beaucoup de choses sur le net, on apprend à communiquer beaucoup et voilà, elle fait un bon travail avec la communauté. Merci à toi, Delphine. Mariette est là aussi, je crois, qui elle s'occupe. Voilà, on a toute une belle équipe. Il faut ça quand on veut se développer un petit peu. La tendresse pour l'ego, bien sûr qu'on a besoin. Alors, ah non, le chiffre que j'ai évoqué, je réponds à Sabrina, il change chaque année. Là, ce que j'ai évoqué, c'est pas un chiffre figé, c'est un chiffre qui bouge chaque année. Chaque année, on change de chiffre. Moi, je suis par exemple en année 8. Ça a été l'année de tous les nettoyages, inondation au moulin, inondation à la maison, voilà, grand nettoyage par les eaux. Et je vais rentrer en année 1, début du cycle, success, tout va bien. Alors, devons-nous accueillir la peur ou au contraire la terre? Ah, merci de ta question, Alexandra. Pour moi, le courage n'est pas une absence de peur, c'est une capacité à vivre avec notre peur. Et je me souviens je crois que c'est quelques jours après le 11 septembre ou le mois de novembre d'après, quand il y a eu les attentats à Paris. Et l'un de nos premiers ministres, je ne me souviens plus son nom, il ne m'a pas marqué, mais avait été intervenu tout de suite après l'attentat pour dire je dis aux terroristes que nous n'avons pas peur. Et moi qui suis un petit peu habitué à décrypter le langage non-verbal, ça a été mon métier au théâtre, pardon, je voyais ce ministre dont les traits étaient tendus, dont la voix était coincée dans la gorge, dont le plexus était bloqué, dont les sourcils étaient crispés, autant de signes qui indiquaient que cet homme avait peur. Mais avoir peur, c'est sain. La peur, avec les 5 émotions fondamentales, la peur, la tristesse, la joie, le désir, répulsion et la colère, ces 5 émotions sont comme des voyants sur un tableau de bord pour nous indiquer que l'un de nos besoins fondamentaux n'est plus satisfait. Donc quand j'ai peur, c'est magnifique, mais ensuite cette peur, soit elle est paralysante, en me disant j'ai peur, donc moi j'ai peur tous les jours, à chaque fois que je traverse la rue. Et si j'avais pas peur, j'ai peur et donc je regarde à gauche, à droite, personne, je peux y aller. Donc la peur va nous permettre d'être vigilants, d'être sur le qui-vive, et à partir de cette peur qui va nous maintenir en éveil, c'est la seule antidote, la meilleure antidote contre la torpeur. Il y a 2 attitudes, soit elle devient envahissante, et donc je passe de la peur émotion à la peur sentiment, et là, à ce moment-là, elle me paralyse, soit, au contraire, elle va m'amener à être vigilant. Et si je suis vigilant, je vais vivre ma peur avec beaucoup de joie. Moi, j'aime bien avoir peur. Voilà, donc oui, on peut considérer notre peur avec beaucoup avec beaucoup de bienveillance et de joie. Après l'année 8, c'est pas le 9. Si, après la 8, c'est le 9. Enfin, jusqu'à présent, c'est ce qu'on m'a appris à l'école. Après le 5, c'est le 6. Après le 6, c'est le 7. Le 6, le 7, c'est le 8, etc. On va jusqu'à 9. Puis après le 9, c'est le 1. Et pour ça, on rassemble, c'est pas le bon mot, mais on réduit. Voilà, c'est ça. 62, c'est 6 et 2, ça fait 8. C'est ça? Oui, c'est bon. Voilà comment on fait ça. Comment on sait en quelle année on est? Bon, je ne vais pas parler de numérologie encore ce matin, j'en parle un peu dans le bouquin. On additionne le jour de naissance, le mois de naissance et l'année en cours, et ça vous permet de savoir en quelle année vous êtes en ce moment, mais ça change tous les ans. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce thème de jouer le rôle de sa vie? C'est un thème, j'espère, qui vous tient à cœur, j'espère que vous êtes acteur de votre vie. Parce qu'on est plus heureux quand c'est comme ça, bien sûr. On est plus heureux parce que on est plus heureux, tout simplement parce que je crois que l'âme a besoin de 2 choses. L'âme, sa nature, c'est de s'élever. C'est comme un bouchon de liège dans le fond de l'eau. Sa nature, c'est de remonter à la surface. Et pour ça, elle a besoin de 2 choses. La première, c'est de voir sa lumière. Et la deuxième, c'est de savoir comment transmettre sa lumière au monde à travers nos activités, à travers nos relations, à travers nos paroles et à travers nos actes. Et je crois que quand on incarne ça, à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place.
Quelle est la différence entre les cours, le mental et l'amour, bien sûr? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Entre les cours, le mental et l'amour, bien sûr. Pardon, je comprends pas la question. Pour toi, quelle est la différence? Je vais rester une troisième fois, mais elle file au... Arrêtez. Je sais plus, elle est passée la question, désolé. Comment retrouver la vitalité et les rires après un décès très éprouvant? Alors, je ris à la question, je ris avant, bien sûr, Hélène. Euh, mais si je ris, c'est que j'ai beaucoup voyagé et j'ai vu comment justement le rire permettait d'accompagner les décès dans beaucoup de traditions. Pas en France, c'est très mal vu de rire dans les cimetières. Et pourtant, de chaque côté, le rire est, à mes yeux, l'un des meilleures émotions, l'un des meilleures attitudes pour faire circuler l'émotion. Le tout, c'est de savoir, de prendre un temps pour tout. Je crois on a besoin d'un temps pour accueillir, pour digérer, et à un moment donné, on a besoin de se mettre en mouvement. Donc, oui, bien sûr que le rire est voilà, souvent ce qui se passe, d'ailleurs j'ai remarqué que ça, j'ai fait beaucoup de yoga du rire, et j'ai remarqué que les gens qui avaient du mal à rire étaient les mêmes que ceux qui avaient du mal à pleurer. Hein. Mais quand on pleure beaucoup, au bout d'un moment, on rit. Et quand on rit beaucoup, au bout d'un moment, on pleure. C'est ce qu'on apprend dans le yoga du rire. Faites l'expérience de rire pendant à gorge déployée pendant, ça dure 40 minutes. Et au bout de 40 minutes, ça devient tellement essoufflant qu'on pleure. Et de la même façon, si on pleure, je ne dis pas on est triste, mais si on pleure, c'est que si on va chercher nos larmes, il y a un moment donné, les larmes de pleurs se transforment en rire, parce que c'est la différence entre l'émotion et le sentiment. La principale différence entre l'émotion et le sentiment, c'est la durée de vie. Et la durée de vie d'une émotion est très courte. En moyenne, c'est une moyenne, des fois c'est beaucoup plus long, c'est 45 secondes. La durée de vie d'un sentiment, c'est entre 45 secondes et 70 ans. C'est-à-dire que la peur devient une insécurité latente, que la colère devient une agressivité, que la tristesse devient de la dépression. Mais par contre, si j'exprime mes émotions, mes rires comme mes pleurs, il y a quelque chose qui circule un petit peu comme un enfant. Un enfant qui est triste, il va pleurer un temps, mais assez vite, il va passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'il ne s'identifie pas, je fais la boucle avec le départ, il ne s'identifie pas à son personnage, et est-il... comment dire... j'ai perdu mon fil. Pouf, il est où le fil? Quelqu'un a vu mon fil, il est tombé. J'ai perdu mon fil, tout simplement. Est-il possible de suivre les cours par correspondance? Par correspondance, pas tout à fait, Sandrine, mais en tout cas, oui, si, puisque j'ai créé une académie en ligne, et dans cette académie en ligne j'en dis juste quelques mots, mais c'est pas le thème, j'en parlerai lundi soir. Dans cette académie en ligne, il y a en fait des modules de formation, un module de formation tous les 3 jours en ligne, vous recevez ça chez vous, et il y a des webinaires comme ceux-ci qui sont vraiment réservés aux groupes qui sont engagés dans cette académie en ligne. Il y a des Facebook Live qui sont réservés aussi, et puis il y a des jeux de questions-réponses, il y a un cahier, donc il y a vraiment tout un processus de formation en ligne, et tout ça, vous avez ça sur mon site internet arnaudriou.com, et j'en parlerai beaucoup plus en détail lundi soir de l'académie en ligne. Voilà ce que je peux dire. Comment ne pas jouer un rôle? Comment jouer son rôle dans les relations amoureuses? Demande de Stérène. Bonne question. Non, me dites pas que vous jouez à être amoureux quand même. Je me souviens alors que je jouais au théâtre et je jouais le rôle d'un amoureux. Il se trouve que dans cette scène, la comédienne avec laquelle je jouais, je m'entendais pas avec elle. Et donc, on se faisait plutôt la gueule, on arrivait, bonjour, mais le courant passait pas très bien. Et il passait bien au début, il passait plus après. Et quand on se retrouvait sur scène, je devais la regarder dans les yeux pour lui dire, mais je suis touché par ce que tu es et je suis amoureux de toi. Je me souviens de la metteur en scène qui disait, vous savez Arnaud, si vous n'y croyez pas vous-même, il y a peu de chances que le public y croit. Donc je devais me persuader que j'étais amoureux de cette femme, le temps de la représentation. Et donc ça a été un bel exercice parce que je la regardais dans les yeux et puis je me disais, mais en fait, je ne suis plus amoureux parce que je regarde tout ce qui ne fonctionne pas chez elle. Mais si j'apprends à regarder les belles choses chez elle, je vais redevenir amoureux.
Et le temps d'une représentation, je redevenais amoureux du personnage. Je la trouvais belle, sa maladresse, je la trouvais touchante, son agressivité, je la trouvais comme une blessure, etc. Donc je changeais, je transformais mon regard et je devenais amoureux. Et puis quand je rentrais chez moi le soir et que je disais à ma compagne, je suis amoureux, je me sens amoureux de toi, je suis content de te revoir, elle me disait, on ne sait jamais avec un acteur s'il dit la vérité. À force à force de travailler sa voix, on finit par ne plus savoir à quel moment. En revanche, à quel moment on est amoureux ou pas. En revanche, le cœur, on parle d'amour, alors tu viens nous voir, bah viens, viens. À force de parler d'amour, effectivement, on est, hop là, voilà, on parle d'amour et d'un seul coup, il y a un beau chat qui vient pour dire bonjour. Bienvenue, bienvenue, voilà. C'est un chat qui aime sa liberté et donc qui se promène et qui vient et qui repart. C'est comme ça, c'est en direct. Hein. Donc comment ne pas jouer. Je prends la séduction par exemple. C'est chouette la séduction. Moi je trouve que ça fait partie des relations de savoir séduire, de mettre un peu d'élégance, de surprendre, etc. Le tout, c'est que quand la séduction empêche l'authenticité, là, à ce moment-là, on est dans une séduction feinte. C'est un petit peu la différence entre le maquillage et la cosmétique. Le maquillage, hein, on maquille son visage comme on maquille les vieilles voitures pour cacher quelque chose. La cosmétique, on utilise les cosmétiques pour rendre hommage au cosmos, c'est-à-dire aux planètes qui vibrent en nous. Hein, c'est une affaire de regard. Donc, est-ce que je me maquille? Est-ce que je me change? Est-ce que je mets une belle chemise ou est-ce que je soigne ma relation à l'autre pour cacher quelque chose ou pour mettre en lien le meilleur de moi? Ça, c'est la question que vous pouvez vous poser. Alors, difficile de connaître profondément son rôle. Ben, Sylvia, c'est l'affaire d'une vie, mais avec passion et patience. Et si tu te dis, mais tiens, je décide de me connaître et je me donne 3 mois, 6 mois, 1 an pour me connaître parce que je suis la personne la plus importante de ma vie, je peux te garantir qu'à un moment donné, où tu vas te connaître, Sylvia, c'est certain. Le tout, c'est de passer du temps avec toi et de considérer que tu es la personne la plus importante de ta vie. Ce qu'on a des fois du mal à faire parce que, voilà, on passe pas assez de temps avec soi, tout simplement. Des clés pour retrouver la confiance en soi et l'amour pour soi. Alors ça, là aussi, j'en donne beaucoup dans mon webinaire, dans l'Académie de l'Acte, des clés, mais les clés, il y en a beaucoup. Je pourrais vous dire, par exemple, l'auto-louange est une clé très simple. Hein. Si je dis, par exemple, ah, j'aimerais vous parler de quelqu'un de qui je vais parler. Allez, je vais parler au hasard. Je vais parler de ma compagne. Tiens, je vais dire, c'est une femme exceptionnelle. Elle est très... C'est une artiste et elle est très belle, elle est très élégante, c'est quelqu'un qui est très sensible, elle a une grande profondeur, elle a un visage rayonnant, elle a des yeux très profonds. Si je dis ça, on va se dire, ah tiens, il parle bien d'elle. Maintenant, si je dis, allez, je vais vous parler de moi, vous savez, j'ai un regard très profond, je suis très élégant, j'ai un charisme fou, j'ai une grande connaissance de la nature humaine et en même temps je suis très humble. On va se dire, mais pour qui il se prend celui-là? Donc autrement dit, dès qu'on parle de nous avec amour, ça devient louche. Et ça, c'est culturel, c'est familial, c'est judéo-chrétien, c'est tout ce qu'on veut. Mais on a beaucoup appris, en France en tout cas, que être pour soi un bon compagnon, une bonne compagne, c'est pas bon signe. Donc, si bien sûr, plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez donc l'auto-louange, par exemple, noter sur un cahier voilà, tout ce qui vous plaît chez vous, tout ce que vous avez réussi, tout ce dont vous êtes fier. Mais être fier, c'est pas seulement j'ai réussi à courir le 100 mètres ou j'ai gagné tel diplôme. Je suis aussi fier d'avoir dépassé ma honte. Et là, à ce moment-là, vous allez voir que tout ce qui est qu'on considère dans une dualité, c'est bien, c'est mal, c'est réussi, c'est raté, c'est sacré, c'est sacrilège, ça n'a le regard de dualité que parce que nous avons ce regard duel. Mais si nous sommes dans un regard de non-dualité et de regarder les choses telles qu'elles sont, vous allez voir que votre honte va être le moteur de votre fierté, que votre lâcheté va être le moteur de votre courage, que votre difficulté à vous exprimer va être le moteur de votre communication. Donc tout ce que vous avez, c'est magnifique, ne changez rien. De toute façon, tous les autres rôles sont déjà pris, donc vous êtes la meilleure personne pour jouer le rôle que vous avez. Et ça demande effectivement de
voilà, d'apprendre à prendre soin de soi. Voilà, l'humour de ce live, oui, oui, l'humour, c'est une façon de ne pas te prendre trop au sérieux. Si j'ai de l'humour, juste, c'est que je ne m'identifie pas à ce personnage que je joue. Je joue le rôle. J'ai dit ça l'autre jour en stage, ça a frappé chacun. Il y a un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'avais aucune qualité professionnelle particulière, mais je me suis pris pour un acteur. Hein, et donc, je me suis habillé comme un acteur. Je ne sais pas comment ça s'habille un acteur, mais en tout cas, je me suis pris pour un acteur. Et quand on me disait, t'es qui toi? Je disais, je suis un acteur. Je me suis pris pour un acteur et je le suis devenu. J'en ai fait mon métier pendant 20 ans. Aujourd'hui, je me prends pour un auteur. Mais je suis pas né comme ça. Il y a un jour, je me suis dit, tiens, il faudrait que j'écrive un livre. J'ai eu envie et je me suis pris pour un auteur. Puis le livre a marché. J'en ai écrit un deuxième, un troisième. Là, je prépare mon 12e. Là, maintenant, je me prends pour un romancier. Hein. Donc, avant, j'écrivais des livres de développement personnel, mais là, maintenant, je me prends pour un romancier. Donc, j'écris un roman. Ça s'appelle Ce soir, la lune était ronde. Il sort le 4 octobre. Il n'est pas sorti encore, ça c'est le seul exemplaire. Les autres sont dans le camion qui va les amener dans les librairies. Mais c'est un peu ça, je me suis pris pour un romancier. À un moment donné, je me suis pris pour un chaman, donc j'ai suivi tout ce parcours-là. Je me suis pris pour pourquoi je me suis pris pour un chef d'entreprise, donc ou pour un entrepreneur. Donc j'ai monté mon entreprise. Aujourd'hui, ça fonctionne. Donc nous pouvons se prendre pour. C'est une façon de jouer le rôle et de le prendre avec légèreté et sans se prendre au sérieux. Voilà. Intensément, oui. Au sérieux, non, surtout pas. D'ailleurs, la meilleure façon de voir où on en est, c'est le niveau, la facilité à rire. Plus on va rire de nous, et je pense à cette personne, elle était en stage, et puis je sais pas pourquoi il y avait eu un fou rire, et puis lui disait, mais pourquoi vous riez? De quoi vous riez? Et plus il posait la question de quoi vous riez, et plus ça me faisait rire. Je ris de rien. Rire, c'est notre nature. Ma fille, 15 fois, je lui faisais coucou, coucou. Mais 15 fois, elle éclatait de rire. C'est pas particulièrement drôle en soi, mais c'est la situation. Notre nature, c'est de rire. Et quand on se prend trop au sérieux, c'est qu'on s'est un petit peu identifié au personnage qu'on est en train de jouer. Voilà ce que je peux vous dire. Comment se sortir de troubles alimentaires? Waouh, je ne vais pas répondre tout de suite parce que là, il y en aurait pour 2 heures. Mais bien évidemment, les troubles alimentaires sont toujours des troubles du comportement. Et moi, si j'ai créé ma voix, la voix de l'acte, approche consciente de la totalité de l'être, c'est qu'on peut comprendre notre personnage à travers différents prismes. La façon de communiquer, la façon de travailler et la façon de se nourrir. Donc bien évidemment, si je vais manger peu ou manger beaucoup, etc., ça m'en dit beaucoup sur moi. Donc déjà, prendre ça comme des indices. Julien Drouin a dit dans une conférence, les enfants qui grandissent avec un parent handicapé, il faut toujours en tenir compte, ça devient des adultes qui ne savent pas pleurer. Je peux l'avouer, je ris beaucoup. Je sais pas, moi je ferai pas de généralité comme ça parce que j'ai connu les 2 cas de figure et les uns riaient, les autres riaient pas. Donc je ferai pas de généralité comme ça puisque j'ai connu les deux, les deux. Donc pardon Julien, c'est ton expérience, la mienne est différente. Alexandra, non ça y est, la réponse super. Voilà, ça va bien pour vous. Je suis content d'être là. Il y a plein de monde qui est là, c'est super, entièrement d'accord. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Bien sûr, ça s'imprime dans la relation ou ça s'imprime dans le corps. Moi, j'ai fait un ulcère à l'estomac à 24 ans, que j'ai soigné par la médecine chimique. J'en ai fait un deuxième à 25 ans. Et je me suis dit, je n'en ferai pas un troisième. Donc, j'ai appris un petit peu qu'il y avait des liens entre les pathologies, les maladies et les comportements et les relations. Donc j'ai appris notamment à la fois à me nourrir, à mon alimentation, mais j'ai appris aussi comment vivre avec le stress, comment le transformer, et j'ai surtout pris qu'il y avait beaucoup de liens entre tout ça. Voilà. Eh oui, Nathalie, ben oui, comment je fais pour m'occuper de moi si je suis en famille? Allez, Nathalie, je vais te le dire à toi, sois égocentrique. C'est une étape. Et d'ailleurs, quand je dis ça, souvent dans mes conférences, il y a beaucoup de gens qui disent « mais vous poussez les gens à être égocentriques ». Dans un premier temps, oui, clairement. Parce qu'on va être égocentrique, ça veut dire qu'on va s'occuper de soi. Et en prenant soin de soi,
qu'est-ce qui se passe? On se détend, on prend soin de nos besoins, on est sécurisé, on est rayonnant, et quand on va bien soi-même et que notre environnement proche, amis, famille, va pas bien, bah, qu'est-ce qui se passe? On a envie de s'occuper d'eux, naturellement. Donc on était égocentrique, on va apprendre à devenir ethnocentrique. On s'occupe de notre ethnie. Et quand notre ethnie va bien, qu'on est bien dans notre maison, qu'on est très heureux, mais dès qu'on ouvre la fenêtre, on voit des gens malheureux, bah c'est quoi le réflexe? C'est qu'on a envie de leur donner et de s'occuper d'eux. Donc on était ethnocentrique, on devient mondocentrique. Mais je ne crois pas possible, et là c'est pour toi Nathalie, je ne crois pas possible de réellement s'occuper de l'autre si on ne s'occupe pas de soi au préalable. Ça veut dire que dans ces cas-là, on attend souvent un signe de reconnaissance et profondément, je ne crois pas possible de sécuriser quelqu'un si on a peur nous-mêmes. Hein. Ça me fait penser à ces parents qui amènent les enfants à l'école. Bon, hein, t'inquiète pas, hein, ça va aller, papa il revient dans 2 heures, hein, dans 3 heures, mais t'inquiète pas, ça va bien aller. Mais le père est tellement inquiet que du coup le gamin il prend sur lui la peur. Donc la première chose si on veut sécuriser quelqu'un, c'est de se sécuriser soi-même. La première chose pour développer de la tendresse avec quelqu'un, c'est d'être tendre avec soi. Voilà, donc prendre soin de soi, c'est une œuvre de santé publique. Voilà ce que je peux vous dire. C'était pour toi la réponse, Nathalie. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, l'histoire des 2 sages indiens décédés brûlés sur le bûcher, ils avaient mis des feux d'artifice dans leur poche. C'est beaucoup d'humour, ces Indiens. Comment maîtriser les émotions? Là aussi, j'en parle beaucoup en détail dans mon académie, puisque je crois qu'il y a une intelligence intellectuelle, on appelle le QI, quotient intellectuel, mais on a aussi un quotient émotionnel, et là aussi, ça s'apprend. Le quotient émotionnel, c'est comment dire, je ne trouve plus les mots, mais en tout cas d'avoir une réaction juste et adaptée par rapport à l'événement. Juste et adaptée, ça veut dire ni en dessous, ni en deçà. Et donc, être capable autant de rire, de pleurer, d'être en colère, d'être triste, et de façon proportionnelle. Si jamais d'un seul coup je suis triste et parce qu'on m'a volé mon livre et que je vais pleurer de ça pendant 3 semaines, c'est tout aussi disproportionné que de ne pas pouvoir pleurer réellement d'une vraie blessure émotionnelle. Hein. Voilà, donc on a l'intelligence émotionnelle. Un jour, je suis intervenu dans un hôpital sur le thème de l'intelligence émotionnelle. Et c'était aux Antilles ou à La Réunion, je ne sais plus, c'était il y a 15 ans de ça. Et il y avait eu un ouragan qui avait dévasté au moment où j'étais là, vraiment. Donc on avait assisté à ça et je me souviens de ces chefs de service, l'une se mettant à crier, à pleurer en disant « mais on va tous mourir, on va tous être emportés », crier, hurler, extérioriser sa peur. Et le chef de service vient me voir après en me disant « bon, on était 5 le premier jour, demain, dis-toi qu'elle ne sera pas là parce que vu comment elle est sous le coup de l'émotion, elle risque elle a pété un boulon, comme on dit. » Et le lendemain matin, j'étais là à 9 heures et sur les 5 participants, il n'y en avait qu'un. C'était cette femme qui justement avait tellement exprimé son émotion qu'elle était disponible pour pouvoir aider le lendemain. Alors que les 4 autres, eux, avaient tellement retenu leur émotion que l'un était coincé au fond de lit, l'autre était totalement dépressif. Donc exprimer son émotion, c'est aussi un entraînement. Voilà. Donc il y a tout un entraînement à ça. Oui, trouver son ikigai, bien sûr, bien sûr. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, comment continuer à mieux s'ancrer pour s'incarner. Là, il y a une méditation qui est la méditation de l'ancrage, dont je parle vraiment dans mon livre « Réveiller le chaman qui est en vous ». J'en parle aussi dans l'académie, parce qu'on apprend à s'ancrer. On a 3 intelligences, l'intelligence vitale qui nous ancre à la terre, l'intelligence du cœur et l'intelligence cérébrale. Et tant qu'on n'est pas relié à la première intelligence, c'est difficile de se relier aux autres. Que pensez-vous de la loi d'attraction? Bah oui, j'en parle beaucoup de la loi d'attraction, de la loi d'abondance. C'est notre magnétisme naturel. Alors moi, je le joue pas trop à l'américaine sur achetez-vous la dernière voiture, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, j'ai remarqué, notamment quand j'étais metteur en scène et que je recrutais des comédiens pour les castings, que des fois, j'avais même pas besoin, simplement le fait de regarder la photo, ça me suffisait, parce que je crois que quand on est aligné dans notre magnétisme, on devient rayonnant, on devient magnétique, et donc on attire à nous les circonstances favorables.
hein. Quelqu'un qui, par exemple, si je prends dans les relations amoureuses, quelqu'un qui veut rencontrer son âme sœur, mais qui est sur les dents, en se disant quand est-ce que je vais la rencontrer, parce que maintenant le problème c'est que les mecs ils savent pas s'engager, ou les femmes, etc. Bon, bah, celui-là il risque d'avoir du mal à rencontrer la belle personne. Par contre, quelqu'un qui intérieurement est en paix dans son masculin-féminin, certain qui va attirer. Dernièrement en stage, une femme que je trouvais, qui a fait plusieurs stages avec moi, ça a duré sur 2 ans, qu'elle a fait des formations, et il y a tout un moment où elle a fait tout un travail sur son masculin, sur son féminin, sur apaiser sa relation à l'homme, etc. Elle a fait un tellement beau travail que je la trouvais rayonnante, et sur un stage, je la vois tellement belle et tellement rayonnante, et elle pose devant le groupe, elle dit, c'est la dernière fois que vous me voyez célibataire, je sens vraiment que je vais attirer l'homme de ma vie. Et puis en rentrant de stage, 3 jours après, elle le rencontrait, elle se mariait, elle est enceinte aujourd'hui. Et voilà, il y avait quelque chose de tellement naturel pour les chamans, et je terminerai là-dessus au niveau de l'enseignement. On parle du tonal et du nagal. Le nagal, c'est ce qu'on appelle le non manifesté, ce qui existe mais qui n'est pas encore manifesté, alors que le tonal, c'est quand c'est manifesté. Et ce qui se manifeste dans notre vie ne peut se manifester que parce que nous sommes nous-mêmes, nous incarnons naturellement ce dont nous parlons. Et donc, par exemple, je prenais cet exemple de la femme et de l'homme, parce que je suis apaisé dans ma représentation de l'homme et de la femme, je vais attirer à moi l'homme et la femme de ma vie. L'argent, moi je fais beaucoup cette expérience par rapport à l'abondance, tant que nous avons des représentations. L'argent, c'est sale. L'argent, les gens qui gagnent de l'argent, c'est malhonnête. Qu'on a plus ou moins consciemment, des fois des gens se disent je veux gagner de l'argent, mais ils ont tellement de représentations toxiques de l'argent qu'ils ne peuvent pas en gagner. Voilà, donc les premières choses qu'on a à changer, c'est nos représentations sur l'argent, sur l'autre, sur la santé, sur la musique, sur les langues étrangères. Moi, je sais que par exemple, j'ai beaucoup de limites sur ma représentation que j'ai des langues étrangères. Je suis persuadé que c'est trop tard pour moi pour me mettre à l'anglais. C'est complètement faux. Il y a des gens qui apprennent l'anglais à 50, à 60 ans, il n'y a pas de limite. Mais j'ai une petite limite par rapport à ça. Je me dis que c'est trop tard. Donc, voilà, si je veux continuer à travailler sur moi, je peux développer ça et me dire c'est pas vrai, on peut très bien changer ça. Et d'ailleurs, en vous disant ça, c'est très spontané, mais en vous disant ça, je me souviens quand j'avais 14 ans, les dernières années d'école, une enseignante m'avait dit, tu sais, si tu apprends pas l'anglais maintenant, ça sera trop tard, c'est pas quand tu seras adulte que tu pourras. Et paf, je me rends compte, là je viens d'identifier à l'instant même une croyance que j'avais, l'anglais ça s'apprend à l'école. C'est pas vrai. Certains l'apprennent à l'école, d'autres peuvent l'apprendre plus tard. Ben voilà, moi je vais transformer cette croyance-là. En fait, la vie est un grand jeu et on peut passer notre temps à changer nos croyances. Pourquoi ? Pour créer un rôle à notre mesure et pour devenir l'acteur de notre vie. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous en ai dit pas mal. Je vous avais dit qu'on arrêterait à 12h30. On est dans les temps, c'est ça. Voilà. Vous avez beaucoup de messages. Ça me touche beaucoup d'avoir tous vos messages. Et donc, voilà, je ne pourrais pas répondre. Voilà, où et comment vous retrouver en séminaire. Alors, un petit mot quand même pour voilà, ceux qui souhaitent. Voilà, ceux qui souhaitent aller plus loin, quelques pistes. Je donne des. Alors, j'ai parlé des enfants. Tiens, je vais prendre le train tout à l'heure puisque je vais à Montpellier. S'il y a des gens du sud, si vous êtes là dans le sud, à Montpellier, aux alentours, il y a une grande opération, une grande manifestation, opération, événement à Montpellier sur le thème de l'école et de l'éducation. Et j'y serai demain puisque je donne une conférence sur le thème être parent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jouer le rôle du parent. Voilà, c'est un rôle aussi. Et donc je donne une conférence, il y a toute une, voilà, des conférences, des ateliers à Montpellier. Si vous y êtes, ça s'appelle, vous tapez, allez voir sur mon site, j'en parle. Les 4e rencontres de l'éducation et de, je ne sais plus le titre exact, c'est pas grave, ça va me revenir. Vous allez sur mon site, vous tapez arnaudriou.com. Comment me retrouver en séminaire ? Je donne des stages régulièrement, tous les mois. Alors, il se trouve que ces stages sont souvent complets, plusieurs mois à l'avance. C'est pour cette raison que j'ai créé des webinaires et toute une formation en ligne. C'est tout un programme énorme. J'en parle pas ce matin, mais j'en parle lundi soir. Donc, je vous invite, si vous êtes... Pouvez-vous parler des zèbres ? Les chevaux zébrés ? Pas maintenant.
voilà, j'ai passé... Bon, il y a beaucoup de questions, là là, mais je suis frustré parce que j'aimerais bien, moi, répondre à toutes ces questions. Mais peux-tu nous parler des animaux totems? Non, je ne vais pas vous en parler tout de suite. Par contre, je vais vous renvoyer à... Où il est passé, mon livre. Ouh, mon livre des animaux totems. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'oracle du peuple animal. Et ça s'appelle... Voilà. Mais je ne vais pas trop parler de mes livres. J'ai l'impression de faire de téléachat. C'est pas ma nature. J'aime pas ça. Mais ce livre-là, quand même, il est exceptionnel puisque c'est un jeu de cartes. C'est un oracle pour rencontrer son animal, ses animaux totems. Tiens, on va faire un truc juste. Je vais tirer pour nous, là, qui sommes connectés, les 250 personnes à être connectées ce matin à midi, je vais connecter quel est l'animal qui nous réunit. Vous voulez ça? Donc, c'est un jeu de cartes comme ça, c'est un oracle. Et cet oracle, chaque animal, puisque les animaux totems ont tous une qualité particulière, et donc je vais tirer pour nous, pour les gens qui ont suivi ce webinaire, un animal qui va nous tous, nous donner de l'énergie pour être acteur de sa vie. Et je tire un animal, lequel se présente, génial, le renard. Et le renard, dans sa vocation, c'est un animal qui est bien sûr qui marque la ruse, l'intelligence. Beaucoup de trappeurs mettent la queue du renard sur leur bonnet, pas seulement pour se réchauffer, mais parce que le renard a un sens de l'orientation exceptionnel. C'est lui qui repère vraiment très bien. Il fait le lien entre le monde sauvage et le monde humain. C'est pour ça qu'il vient voler nos poules et surtout, enfin voler nos poules, ne sont pas à nous, mais surtout l'animal nous invite, le renard nous invite à nous interroger sur notre intelligence. Est-ce que cette intelligence est cérébrale, nous sert pour être plus intelligent que l'autre, ou est-ce que cette intelligence nous aide à être vraiment acteurs de notre vie et donc à être au service de notre cœur. Et si notre intelligence est au service de notre cœur, à ce moment-là, on va avoir beaucoup plus d'inspiration, beaucoup plus de belles idées. Mais ces idées-là, elles vont pouvoir passer à l'acte. Je rencontre toute l'année des gens qui me disent « Ah ouais, écrire un livre, j'y avais pensé, hein, mais une pensée seule, moi aussi j'ai plein de pensées comme ça. J'ai eu une idée avant, ah oui, il a inventé un appareil, lui, pour nettoyer les océans, j'y avais pensé. Bah oui, mais si tu y as pensé, mais que tu mets pas les moyens de réaliser ta pensée, la pensée ne vaut rien. Et souvent, j'entends trop souvent ça, ah oui, j'avais eu cette idée-là, moi aussi je voulais créer des chambres d'hôtes, mais... Passez à l'acte, voilà, passez à l'acte, posez des actes en lien avec votre vocation, avec ce qui vous tient vraiment au cœur. Posez votre main sur le cœur en disant qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, et je vous assure que vous pourrez être plus inspiré, très inspiré. Voilà, je ne vais pas parler davantage des animaux totems, je vous renvoie pour ça sur ce livre. Ah oui, pardon, les zèbres... en surdouance. Non, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Bienvenue la fée Clochette. Reposez-là, il y a beaucoup de questions. L'autodérision, santé mentale, bien évidemment. Les sages et les chamans sont très proches des fous parce qu'ils sont libres. La différence entre les fous et les sages, c'est que les sages sont très ancrés. C'est la seule différence. Comment gérer son hypersensibilité, Amel? Bien sûr, je comprends cette question-là. Je t'encourage à te ressourcer dans la nature, parce qu'il n'y a pas d'autre chose que la nature qui nous permet vraiment, donc la forêt, bien sûr, mais surtout... à défaut un arbre, à défaut un parc, il est toujours possible, mais bien évidemment que ce qui va nous aider à développer l'hypersensibilité, c'est... ouh là là, je n'avais pas vu qu'il y avait toutes ces questions. Je suis handicapé et je ris beaucoup, dit Grain de Sable. J'ai un doute, Grain de Sable. C'est pas toi qui es venu me voir en conférence. J'avais eu une magnifique rencontre avec une femme qui était venue me voir sur un fauteuil. Elle était rayonnante. J'avais fait une interview avec elle. Voilà, bon, il y a... Alors, Ginette, pour un homme de 48 ans qui est pris dans la crise du couple et qui commence son chemin, lequel de vos livres lui offrir? Oui, bien sûr, le prochain. Pour un homme de 48 ans qui est pris dans la crise du couple et qui commence son chemin vers lui, lequel de vos livres lui offrir? Et j'étais en train de me demander lequel je peux lui conseiller parmi les 12. Non, c'est celui-là, bien évidemment, c'est le dernier. C'est l'histoire d'un homme de 45 ans qui se remet en question et qui remet en question sa vie de couple et qui fait tout un travail sur lui. Voilà.
C'est un livre qui parle de chamanisme, puisque cet homme va s'initier au chamanisme. Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé est fortuite et indépendante de notre volonté. Ça, c'est ce qu'on mettait dans les films. Bien évidemment que c'est en partie autobiographique, mais c'est complètement romancé, puisque c'est la liberté du roman, c'est qu'on écrit ce qu'on veut comme ça. Voilà. Que pourrais-tu me conseiller pour commencer de faire un travail sur moi-même? Quel livre de développement personnel? Le même. Et c'est pas parce que c'est le dernier, mais c'est vrai que c'est peut-être celui qui me tient le plus à cœur. Mais celui-là est magnifique. Et comme il se lit très vite, après, ça pourrait être réveiller le chaman qui est en vous. Voilà. Oh là là, je pourrais pas répondre à toutes les questions. Merci pour votre défi des 100 jours. Oui, un bonjour à tous les co-créateurs qui sont là, vous êtes nombreux. Ce défi que j'ai fait avec Lilou Massé, défi des 100 jours, là aussi c'est un cahier pratique avec vraiment voilà, pour réveiller la magie dans son quotidien. Parce que on a besoin d'enseignement et puis on a besoin de passage à l'acte. Donc voilà, il y a beaucoup de... En fait, les outils, on a beaucoup. Voilà, Isabelle Filiosa, oui, bien sûr, Isabelle Filiosa fait des choses magnifiques aussi. Par quoi pourrais-tu me conseiller de commencer pour faire un travail sur moi-même? Quel livre? Bon, moi, vraiment, j'encourage ce roman. Pardon, c'est 3 fois la même réponse. Mais c'est vrai que j'ai fait en sorte, pour des gens qui débutent, c'est magnifique parce que c'est romancé et on rentre vraiment dedans. Et puis, bien sûr, que je vous invite à vous renseigner sur cette académie que j'ai lancée en ligne parce que là, il y a vraiment tous les thèmes que j'évoque, la confiance en soi, l'estime de soi, se connaître, l'âme, l'esprit, l'ego, la méditation, comment... Et puis surtout, il y a des exercices pratiques tous les jours. Donc c'est vraiment... J'ai vraiment monté cette académie parce que j'avais des semaines complètes, je travaille beaucoup, et je me disais, je ne peux pas aider les gens suffisamment, donc j'ai vraiment créé cette académie en ligne, et c'est ce qui fait que là, vous aurez toutes les réponses dans cette académie. Soit vous pouvez vous inscrire sur mon site arnaudriou.com, soit vous attendez lundi si vous voulez plus d'infos, puisque je fais un live particulièrement pour ça, mais il y a déjà beaucoup d'infos sur mon site, vous pouvez le visiter arnaudriou.com. Ah, merci Valérie de m'encourager. Je viens de commencer à apprendre le japonais à 51 ans. Chapeau, parce que moi, ça m'impressionne beaucoup. Je me souviens de ce prêtre qui était à l'abbaye de Solesmes, qui parlait couramment l'anglais, le russe, l'allemand, quelques mots de japonais, l'italien. Et quand je lui avais demandé, mais vous êtes dans un monastère, vous sortez pas, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes mis à parler ces langues? Il m'avait dit, vous savez, hein, si jamais quelqu'un vient taper à la porte du monastère, il faut pouvoir lui répondre, et il n'est pas forcément français. Et ça avait été pour moi une des plus belles leçons d'humilité de se dire, quand on est dédié aux autres, parce que ça aussi, ça nous donne beaucoup d'énergie, on a beaucoup d'énergie. Voilà. Pour le signe, je voulais m'inscrire à des cours pour improve my English. Improve my English. Et j'hésitais, je crois que je vais foncer. Vas-y, et puis on se retrouve, Ophélie, et on conversera en anglais. You can see, I can answer for yourself, because if you are in your mind, if your... Ça fait peur au chat quand je parle en anglais. If your heart is open, your mind is clear. So, open your heart and you can realize your mind. Voilà, j'en suis là en anglais, il faut que je bosse un peu. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je vais rester là pour aujourd'hui. Ma maman de cœur s'est mise à l'informatique à 80 ans. Voilà, il n'y a pas de limite, mais je crois vraiment ça. Je pense à cet ami aussi qui se met au marathon. Il n'avait jamais couru et lui, il s'y met à 60 ans. Donc c'est vraiment... Voilà. Nouvelle-Calédonie. Invite-moi, je viendrai te voir en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi pas, si jamais aller en Nouvelle-Calédonie. Je suis beaucoup allé sur les îles, beaucoup allé dans les tropiques. Mais pas en Nouvelle-Calédonie, ça peut peut-être se faire, on en parlera. Voilà ce que j'ai à vous dire. Hein. Je crois que j'ai répondu, non pas à toutes les questions, il y en a beaucoup. Voilà ce que j'ai à vous dire. C'est super. Moi, j'aime bien être là avec vous parce que c'est chouette, on échange, on a l'impression de se connaître un peu. Quand on, quand on écrit des livres, on pense toujours, surtout moi j'écris à voix haute et donc je pense, je me dis tiens ça j'espère que ça va plaire et je rencontre les auteurs en général après les conférences, mais c'est une vraie rencontre. Oui, je serai au Salon Zen, tiens je vais vous donner quelques rendez-vous, je serai au Salon Zen, juste le vendredi après-midi je dédicacerai à l'espace de comment il s'appelle, l'univers d'Esther, voilà, donc petit rendez-vous, je serai demain à Montpellier
pour le quatrième salon sur l'éducation, être parent. Je serai à Lyon le mercredi 26. Voilà. Je serai au Salon Zen le vendredi après-midi. Je dédicacerai mon livre à ce moment-là. Et puis ensuite, je serai dans la Drôme sur Nouveau Pouvoir, Nouveau Leader le 12 octobre. Je serai oui, je suis parrain des Holy Entrepreneurs. Ça, vous regarderez sur mon site aussi, puisque je suis le parrain d'une journée pour les entrepreneurs, toutes les gens qui veulent se mettre à leur compte. Voilà, ça va dans le même sens, hein. En fait, on a besoin on pourrait appeler ça le développement personnel yang. Il y a un développement personnel yin, ça va être la méditation, l'introspection, et il y a un développement personnel yang, c'est le passage à l'acte. Un autre rendez-vous, notez s'il vous plaît, le 31 octobre, je serai au Bal Blomet avec ma compagne, et là je présenterai mon roman, je lirai des extraits, et Hélène sera au piano. Voilà ce que je peux vous dire pour un moment magnifique. Bon, bah, j'espère avoir répondu. Oui, l'académie, dans l'académie de l'acte, il y aura vraiment des temps comme on fait ici, c'est-à-dire que je prendrai le temps, comme on est en plus un peu moins nombreux, je prendrai le temps vraiment de vous suivre dans vos projets personnels. Donc vraiment, je vous encourage à vous inscrire à cette académie. Venez dans le sud-est. Ben, le sud-est, Sandrine, tu te moques de moi, j'y vais cet après-midi, et j'y vais demain. Montpellier, viens à Montpellier, demain. Et j'y serai, comme ça on parlera, et puis ça sera l'occasion, j'aurai le temps de rencontrer un peu les gens, puisque je reste toute l'après-midi à Montpellier. Voilà, content de vous avoir vu. Merci de votre présence, merci de votre patience. C'était très agréable pour moi d'échanger avec vous. Je vous souhaite une bonne journée dans la Drôme où, je sais rien, Dorothée, regarde sur mon site, c'est tout marqué, arnaud-riou.com, arnaud-riou.com, et là, il y a toutes les infos. Il y a un nouveau site internet que Delphine est en train de remettre à jour, il y a quasiment tout, presque, mais on a vraiment fait ça bien. C'est un site, c'est un blog, c'est un slog. Voilà, c'est un slog. C'est pas un site, c'est pas un blog, c'est un slog. Et donc il y a à la fois des thèmes et puis en même temps il y a beaucoup d'infos. Voilà, merci de votre présence. J'étais très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Prochain rendez-vous, si vous voulez en direct, c'est lundi à 19h. Voilà, vous êtes bienvenus. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Et c'était un bonheur. Ciao, ciao, bonne journée. Paris le 31 octobre, tout est sur mon site. Ciao, salut. Sûrement un bouton, il faut appuyer pour éteindre ça.